Merci beaucoup de l'invitation. Merci à Vincent pour l'invitation. Et je dois vous dire que je suis vraiment très heureux d'être avec vous, même si c'est virtuel. C'est un plaisir d'imaginer être à vos côtés. J'étais juste avant au Brésil, au G20, et c'est quand même un métier magnifique que de pouvoir parler d'océan avec le monde entier et avec vous aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier Pascal Lamy et Geneviève Pons. C'est toujours un plaisir de travailler dans leur sillage. Ils ont la capacité à créer du vent et du courant. Ça ne veut pas dire qu'on rame pas derrière, il ne faut pas border les voiles, mais il se passe quand même des belles choses. Alors, je voudrais vous présenter, je vais vous partager il faudrait que alors, il faut me donniez l'autorisation de partager mon écran et ensuite je vais pouvoir mettre quelques slides pour... Oui, c'est fait. En C'est principe, vous fait. avez... Oui. OK. Voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, mon travail consiste à mettre en image ce qui a déjà été présenté par Pascal Lamy et Geneviève Pons, et évidemment vous dire d'emblée que je ne vais pas parler que de Mercator Océan, parce que finalement c'est une organisation qui facilite un certain nombre de choses, mais on a la chance de faire partie d'une communauté qui est vibrante de développement de tout ce qui est connaissance de l'océan et de transposition dans le numérique. Donc, je vais parler aussi beaucoup des autres. Et deuxième point, qu'on est d'emblée, on est né comme ça, on a une vision globale du monde. Et donc, évidemment, la Polynésie est sur la carte. Et donc, peut-être, première des choses que je voudrais faire avec vous, c'est proposer ma définition du jumeau numérique. On a chacun la nôtre et je trouve que c'est une des phases intéressantes d'essayer de poser les sémantiques. C'est une représentation qui est virtuelle de l'océan réel et qui est aussi perfectible et puissante qu'est notre connaissance de l'océan. C'est-à-dire que la recherche a un coup d'avance, on essaie de le mettre dans le numérique, on sait que c'est pas tout à fait correct, mais on sait déjà qu'on a un outil puissant et je trouve que c'est une des formules qui montre bien où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire qu'il y a quand même une capacité à transmettre quelque chose d'intéressant. Et le but est de rassembler cette connaissance, c'est-à-dire que c'est la force du numérique de rassembler ça, de la partager, de l'enrichir en la partageant. Plus on la partage, plus elle est riche. Et donc, il y a quelque chose d'assez noble dans le dispositif. La deuxième idée qui fait écho à ce qu'a dit Geneviève Pons, c'est qu'on n'a pas un océan numérique digitalisé qui va tout faire. On a une question un peu de fractal. On va connecter des choses, on va travailler au niveau régional, on va descendre au niveau local, on va remonter au niveau global, et à la fin, on va faire un grand système qui est ce jumeau numérique mondial qu'a décrit Pascal Lamy, qui est en fait une mosaïque d'initiatives. Et toute la force de cette pensée et des plans qu'on va pouvoir mettre en œuvre, c'est de créer une infrastructure capable de représenter non seulement cette mosaïque, mais en plus de la rendre performante pour que chacun puisse naviguer. Et donc, on a un certain nombre d'éléments qu'on veut interconnecter, ces briques de Lego dont parlait Pascal, des données, donc des jeux de données, des outils des logiciels qui permettent de transformer cette data, et puis des services qui vont permettre, nous les citoyens, les êtres humains, qui qu'on soit, parce qu'effectivement, c'est ouvert à tout le monde, d'interagir et de parler avec ce dispositif-là. C'est hyper ambitieux et c'est très passionnant aussi. Et quand on essaie de rentrer là-dedans, on a plusieurs portes d'entrée. Mais ce jumeau numérique, c'est pour ça que je trouve que c'est un outil très puissant. Il y a une part de défi technologique énorme parce qu'il s'agit d'interconnecter des systèmes pour décrire un monde vivant qui ne se laisse pas mettre justement en logiciel, en équation aussi facilement que ça. Et donc, il faut que ce soit robuste, il faut que ce soit efficace, soit performant. L'enjeu principal ici, c'est que s'il n'est pas performant, on ira chercher l'information ailleurs, sur des éléments qui sont éventuellement moins intègres, mais plus performants et qui vont vous donner une réponse plus rapidement. Donc, il faut que ce soit extrêmement performant. C'est ce que l'Union européenne a très bien compris en investissant dans ces infrastructures numériques. Il y a un défi scientifique évident. Il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit vérifié, adaptable aussi et qu'on y dit la vérité. C'est ce que disait Geneviève. Si on y met de la bonne donnée, de la bonne recherche, de la bonne connaissance, on a une chance que le message en sortie soit meilleur. Ce qui est certain, c'est que si on n'y met pas cette bonne donnée, on n'aura rien d'intelligent. Et enfin, il y a cette porte d'entrée qui est le défi de coopération. Il faut qu'il y ait de l'impact. Ça ne se dessine pas dans un bureau à Bruxelles. Ça se dessine avec les gens qui sont avec vous, avec des gens qui sont partout dans le monde, qui sont d'obédience, de disciplines scientifiques, techniques différentes. Mais il faut aussi aller inviter des politiques, il faut inviter des citoyens, des anciens fonctionnaires, enfin la liste des gens qui ont fait
le Pacte pour l'océan sont typiquement des candidats à cette école de design. Donc le jumeau numérique a quand même pas mal de dimensions. Et donc, c'est pour ça que je veux revenir 2 minutes sur cette histoire de Starfish, qui est un outil qui a un peu cassé toutes les frontières de ce que vous voyez devant vous. Là, c'est les directions générales de la Commission européenne où se font des très belles choses. En face de vous, vous avez la DG Marais, qui est l'organe, la direction générale qui est dédiée aux affaires maritimes. On y parle beaucoup d'océans. Le pacte pour l'océan, le manifeste pour l'océan, c'est le commissaire en charge qui va le piloter depuis là. Et il a un programme, Emonnet, qui a déjà été cité, qui fait un inventaire de toutes les datas. C'est une chose, mais sur la porte à côté, il y a tous les programmes de recherche qui vont créer de l'innovation. La porte des fils, c'est le spatial, en particulier, défense et spatial, où là, on a des opérationnels qui sont capables d'aller mettre en œuvre des services avec des visions vraiment d'impact et de fiabilité. Et si on va un peu plus loin, on a Connect, où on a toutes les infrastructures du numérique, la capacité à créer des infras qui vont tenir la route sur la durée. Et donc, on est capable de parler d'océan dans chacune de ces DG sans forcément parler avec ceux d'à côté. Et cette mission Starfish, elle a complètement travaillé en transverse. Elle a travaillé en transverse et son premier mouvement a été d'ouvrir les portes et de faire travailler sur un objectif en commun. Et ce jumeau numérique a un peu cristallisé, pour la raison qu'on comprend déjà, a commencé à intéresser tout le monde. Il y a des effets d'innovation, il y a un effet politique, il y a un effet opérationnel, il y a un effet numérique. Et le pacte pour l'océan est maintenant la feuille de route qu'on a. Donc elle est vraiment ancrée. C'est intéressant d'entendre Geneviève parler de ça en disant qu'on a un projet qui va être mis en œuvre et travaillé et annoncé en juin prochain parce qu'on est déjà, nous, techniquement, en train de prendre ça comme boussole. On relit de façon régulière ce qui est écrit là-dessus et on essaie de voir comment on y contribue. Et donc on a là cette matière opérationnelle pour travailler. Et c'est extrêmement vrai, enfin, c'est une réalité que je vous demande de croire, que les gens du programme Emonnet et les gens du programme Copernicus travaillent avec les gens du programme Edito, avec les gens du programme, avec les EuroArgo et d'autres éléments. Et ça existe vraiment et ça a créé une stimulation dans la communauté qui est très vraie. Donc, pourvu que ça dure. Et honnêtement, le fait de changer de commission et d'avoir ce pacte pour l'océan qui tire vers l'avant nos dispositifs est une chance vraiment énorme pour cette communauté. Donc je veux vraiment remercier celles et ceux qui ont contribué à ça et qui ont fait que ce momentum politique existe. Parce que ça a vraiment un impact au niveau technique. Et l'exemple que je vous donne ici, c'est une des initiatives qui a été lancée par cette mission Starfish qui s'appelle Edito pour European Digital Twin of the Ocean, qui est la première plateforme, la première infrastructure. Avec deux volants, un truc infrastructure, les briques de Lego, il faut déjà investir là-dedans, sinon on va arroser du sable. Donc il faut vraiment qu'on ait quelque chose qui soit capable de recevoir et d'accueillir les idées qui vont ensuite être travaillées. Et un pendant plus laboratoire qu'on a appelé Model Lab, où là, on a un certain nombre d'institutions en Europe qui travaillent pour essayer de créer déjà de l'innovation là-dessus, des logiciels qui vont équiper l'outil et qui vont permettre de jouer un peu avec ça. Et en reconnaissant d'emblée qu'on a une infrastructure de base qui doit être performante, robuste, c'est pas la partie la plus facile à vendre et à valoriser, mais c'est celle qui fait la différence pour la durée, pour un service opérationnel. Et d'emblée, un pendant innovation qu'on va travailler, ça donne une des clés de la démarche européenne qu'on a voulu pousser et qu'on a créé et qu'on a présenté à la présidente de la Commission européenne, effectivement, au premier semestre, en temps et en heure par rapport à l'objectif insensé qu'elle nous avait fixé. Donc c'était aussi une certaine fierté de cette communauté d'avoir été capable de mobiliser tous les différents projets. Il y avait plus d'une soixantaine de projets qu'on a réussi à aligner pour proposer quelque chose. Et un des effets de ce travail de communauté, on a travaillé vraiment, on a fait des forums, on a des Digital Ocean Forums où les gens viennent avec tous les projets qui touchent de près ou de loin à ça et on a essayé de travailler un objet commun. Et la première question, c'est à quoi ça sert ce truc-là? Comment on pourrait arriver à définir l'offre, ce qui est nouveau, quoi. Alors on sait que c'est pas de la magie, on sait que ça va pas remplacer le fait d'aller en mer, on sait qu'il faut de la recherche pour le nourrir. Donc une fois qu'on a enlevé toutes les peurs qui vont avec le domaine, qu'est-ce qui reste de bien à présenter pour expliquer?
Et ce groupe-là a sorti ces trois grands domaines d'interaction ou de service en disant un jumeau numérique européen, on va se présenter devant le reste du monde en disant il y a trois domaines avec lesquels on peut interagir, explorer, créer et contribuer. Et une fois qu'on a fait ça, on a cet océan numérique et on commence à dialoguer avec. Donc je vous donne des exemples de. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon parce que ça donne aussi de la place à différents types d'initiatives. On est plus ou moins équipé pour explorer, créer ou contribuer et chacun peut rentrer. Un scientifique de très haut niveau va rentrer en contribuant. Quelqu'un qui est proche de la décision opérationnelle va d'abord explorer et celui qui veut se créer son propre univers va créer. On va le voir ensemble. Donc, explorer, c'est parcourir et accéder aux données. Donc, c'est créer un écosystème numérique où on peut naviguer et aller de la Polynésie au Brésil en passant par ce qui se passe à la sortie de Gibraltar, accéder à ces données, extraire ce qui nous intéresse, lancer des processus pour avoir des scénarios prédéfinis. C'est les scénarios de qu'est-ce qui se passe si je divise par deux tel polluant à tel endroit, qu'est-ce qui va se passer sur mon sujet. Donc on a des scénarios prédéfinis, c'est assez standardisé, c'est normé, mais ça permet à tout le monde, c'est ouvert, libre, gratuit, et tout le monde peut accéder à cette connaissance de la même façon. On a créé des standards communs et on a ouvert un univers à chacun. Et ça permet d'accéder à des services qui sont hébergés sur la plateforme. L'un des exemples les plus faciles qui existe déjà, hein, qu'on connaît déjà, c'est ce qui a été cité également, c'est ce qu'on fait dans Copernicus au niveau européen. On a des modèles, on a une mosaïque de modèles du régional au global et on intègre tout ça et on vous donne voilà, la situation pour aujourd'hui. Et puis, quand on zoome sur la situation autour de là où nous nous trouvons aujourd'hui, on est capable de voir que finalement l'océan n'est pas si bleu. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, plus c'est froid. Et quand on est zoomé là-dessus et qu'on a l'œil dessus, le même outil numérique nous permet de revenir en arrière et de comprendre en fait que on est dans un jeu où finalement, là, on a changé les palettes de couleurs, on arrive à comprendre ce qui se passe et qu'on est entre les 26 et 27 degrés avec des grandes zones de chaleur et qu'on est exactement à la frontière et c'est pour ça qu'il y a cette turbulence. Et donc, cette navigation dans tous les paramètres, le temps et l'espace, est typiquement quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre depuis une vingtaine d'années. Mais ce que le jumeau numérique, ce que vous avez sur l'écran, va apporter, ce qu'on a commencé à faire, ce qu'on a inauguré au premier semestre, c'est toute une infrastructure qui donne accès à tout. C'est-à-dire que là, on peut arriver, on peut jouer avec les produits, on peut générer nous-mêmes des petites simulations sur le plastique, on peut visualiser et on a accès à toute la banque de données et d'outils que celles et ceux qui veulent jouer ceux qui sont prêts à nourrir ce jumeau numérique sont prêts à partager et on a accès à ce moment-là à cette technologie. C'est pas très marrant à regarder, hein, honnêtement, c'est des capsules où on peut accéder mais derrière, il y a du savoir et il y a un accès qui est très standardisé, facilité. C'est un effort énorme d'ingénierie. Ça ne crée pas encore un impact énorme par rapport à un changement le même outil, vous pourriez accéder directement en allant, si vous connaissez la personne. Mais ça montre bien l'investissement au niveau européen pour créer un outil commun où on va rassembler tout. Et là, à partir de là, on peut l'enrichir. Et c'est ce qu'on a ouvert cette année. Et on a commencé à motiver certaines équipes spécialistes d'un sujet ou d'un autre à créer des espaces où on peut rajouter du logiciel pour créer ses propres données, bénéficier d'un endroit dans ce jumeau numérique où chacun va pouvoir arriver et dire, bon, ben, moi, je suis au Costa Rica, je vais créer, je suis co-organisateur d'une réunion internationale qui est la UN Ocean Conference. Je veux arriver avec un service qui va montrer que j'ai une capacité opérationnelle. Je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas envie ou je n'ai pas le temps d'aller lancer des satellites et faire de la recherche pendant assez de temps pour, mais je vais partir du jumeau numérique que les Européens me proposent et je vais créer mon propre service. Et ces services sont les miens, je peux les montrer au monde entier. Et on regarde ici cet exemple. Sur la gauche, vous avez un service qui va servir au Costa Rica à simuler la simulation d'une pollution plastique qui part de leur plage du côté Pacifique pour regarder comment ça va se répandre dans l'océan en fonction des courants. Ils peuvent aller ensuite travailler différents scénarios pour diviser par deux ce qui vient des côtes, ce qui vient des rivières et comprendre l'impact. Et sur l'autre côté de l'écran, vous avez la même chose où ils vont faire naître des tortues numériques sur les plages d'un océan numérique et regarder comment celles-ci vont évoluer dans l'espace et dans le temps
sachant qu'on y a mis la science qu'on a aujourd'hui sur l'évolution des jeunes tortues luttes en fonction de la présence de nourriture, de la chaleur ou enfin, de la chaleur respective des endroits. Et donc, en fonction de ça, on peut comprendre, et chaque point de couleur est une tortue qui va traverser certaines au bout de 10 ans. Vont se retrouver ici, d'autres vont rester dans le golfe du Mexique, certaines vont toucher les côtes du Maroc, etc. Et ça, ce sont des services que les gens du Costa Rica sont capables de créer sur un jumeau numérique, sur une plateforme commune, dès lors qu'on a partagé les outils et qu'ils vont y mettre eux-mêmes leurs propres connaissances. Donc c'est un processus de création de connaissances collaboratif où chacun doit pouvoir trouver ensuite la manière de faire. Le dernier exemple, c'est contribuer. On va ouvrir l'accès à ses propres données, on va y poser on va connecter avec notre data lake, avec des outils. On est une équipe de recherche spécialisée dans tel domaine, on s'intéresse au sujet de la pêche dans le Pacifique et on réfléchit maintenant à la bonne façon de partager les résultats de la recherche dans un service qui pourra être utilisé par les gens qui en ont besoin pour prendre des décisions vertueuses sur une bonne gestion des pêches. C'est un exemple réel que je veux vous montrer ici. Donc, ce n'est pas fait. C'est-à-dire que cette démarche intellectuelle, elle est aujourd'hui, elle intègre l'existence d'un jumeau numérique européen ou d'autres dans les 5-10 ans. Mais là, on a ces gens qui réfléchissent à la bonne façon. Donc, ce que vous avez en bas à gauche, là, c'est le Western and Central Pacific Ocean et le Eastern Pacific Ocean, et puis la bonne façon de gérer la partie pêche là-dedans. On sait déjà qu'on a un suivi temps réel et prévision d'indicateurs en temps réel. On sait qu'on a aussi accès à des prévisions saisonnières. On travaille à des prévisions qui vont au-delà de ça avec des cartes de favorabilité pour les populations de poissons, je vais vous les montrer. Et puis, on travaille à des prévisions décennales. Donc, on a des outils un peu prédictifs qui peuvent nous dire ce qui pourrait se passer. Très bien. La carte de favorabilité, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est un travail de Patrick Léodet, qui est quelqu'un qui connaît assez bien le Pacifique. Et on voit une distribution prédite des stocks de bonites dans le Pacifique et des captures observées. Alors, les prévisions enfin, la capture, c'est les ronds blancs qu'on peut distinguer. Et puis, la prévision de densité, tonnes par kilomètre carré, c'est les couleurs. Et on voit qu'en fonction d'un événement La Niña ou El Niño, les prévisions de capture, on est assez capable de dire quelle va être la densité et on arrive à comprendre, à faire des prévisions de favorabilité de tout ça. Très bien. Donc ça, on est sur un système assez prédictif. La même équipe travaille avec la FAO et avec le secrétariat du Pacific Community et regarde, alors sur la gauche, vous avez la partie ouest, sur la droite, la partie est, et on regarde comment s'empêche, comment le changement climatique va avoir un impact sur la biomasse. Et on voit que dans l'ouest, on voit que la courbe descend, donc bon, on est en 2100, on voit qu'il y a un impact négatif sur la biomasse, alors que dans l'est, on est plutôt maintenu. Très bien, ça aussi, c'est un travail de recherche. Un, je ne suis pas spécialiste de ça. Deux, il y a différentes équipes qui travaillent là-dessus. Ce qui m'intéresse dans ce processus, c'est vous montrer comment aujourd'hui on intègre le jumeau numérique dans la bonne façon de transformer ça comme un service. Et donc j'avais demandé à Patrick Léaudet de me traduire ça dans un langage de service. Et il m'a confirmé qu'au niveau européen, avec un projet qui est un projet qui est financé par la Commission européenne, Horizon Europe, Necton, il travaille à développer un outil pour générer des scénarios de pêche dans des projections climatiques avec, sur la gauche de l'écran, vous voyez une sélection des besoins, des captures annuelles, donc que ce soit dans l'ouest ou dans l'est. Vous prenez des options spatiales sur une zone, vous fermez, vous faites un choix du scénario climat, et en fonction de ça, le jumeau numérique va vous générer des indicateurs sur l'évolution de la biomasse avec ou sans pêche. Les schémas qui sont en dessous, vous voyez les courbes avec ou sans pêche, et on voit dans l'ouest ou dans l'est comment les choses peuvent évoluer. Alors, on va jamais se passer d'avoir un expert pour expliquer ce qui se passe à l'écran, quelqu'un de meilleur que moi pour le faire. On va jamais se passer d'avoir une bonne recherche, des observations à la mer pour simuler l'évolution du plastique, des tortues ou l'évolution de la pêche. Donc, il faut des observations. Mais à un moment donné, on va avoir un outil et des outils pour transmettre cette information et d'avoir cette rapidité d'action, ce côté rapide d'accélération de la capacité à transmettre en service qui avait été évoqué dans les propos d'ouverture de Pascal Lamy comme absolument nécessaire. Et donc, je suis assez content de voir que dans la façon de transformer la connaissance de scientifiques en des services, on intègre cette infrastructure nouvelle. Et je finis avec ces deux points-là pour dire que, évidemment, on est également servi par la décennie des sciences de l'océan, qui nous donne une visibilité, mais qui nous donne surtout un réseau international pour aller travailler ensemble, les réseaux,
et faire résonner les différentes initiatives. Donc, Mercator Océan, on est chargé de mettre en place quelque chose au niveau international de collaboration sur la prévision océanique, ce qu'on fait, et on va arriver à la conférence des Nations Unies avec ce réseau en place. Et l'infrastructure du jumeau numérique est un camp de base pour partager les choses. Et on a un écho au niveau international dans un programme de cette décennie qui s'appelle DITO, où là, on discute avec les différentes initiatives, que ce soit des grandes infrastructures de digital twin sur d'autres continents ou des initiatives locales pour arriver à construire intellectuellement et puis demain numériquement ce jumeau numérique mondial. Et je finis avec ce point pour dire que vous voyez bien on imagine une plateforme qui intègre différentes initiatives, que ce soit des ronds, des carrés, des triangles, on va créer cette mosaïque. Il y a un défi scientifique qui est énorme. Il y a un mot-clé que je voudrais qu'on garde, c'est la partie intégrité. Il faut absolument qu'on soit capable de dire que ce qu'on dit, de vérifier ce qu'on est en train de raconter. Si on commence à envoyer quelque chose qui n'est pas vérifiable et vérifié, alors tout va s'écrouler. Évidemment, la pertinence, évidemment, l'innovation qui est associée à ça. Le défaut technologique, c'est qu'il faut que ce soit opérationnel, il faut que ce soit performant, que ça réponde. Et le défi de coopération, il faut que ce soit ouvert pour que ce soit le plus inclusif possible et que chacun puisse entrer dans ce dispositif-là parce que c'est son carburant. Et on est tout à fait dans le dessin on a eu cette discussion avec Pascal Lamy et Geneviève Pons quand on s'est retrouvés au Maroc, de dessiner un petit peu ce qui allait se passer. Donc, on aura des grandes infrastructures qui vont nourrir comme ça. On n'en aura pas 50, on en aura quelques-unes parce que ça va être lourd à gérer, qui vont se parler, qui vont s'enrichir mutuellement. On aura plein d'initiatives, on espère très nombreuses, locales. Et il va falloir faire dialoguer tout ça. Il faut créer une gouvernance, il faut créer des standards, et il faut que ce soit quelque chose où on puisse à chaque fois vérifier on a une intégrité de l'information, que c'est opérationnel et ouvert. Et pour ça, la conférence des Nations Unies, dernière idée, c'est un rendez-vous qui est extrêmement important. On va arriver avec une mobilisation internationale des acteurs de cet océan numérique grâce à la décennie. Donc on prépare ça au niveau de Mercator Océan. On va proposer ce jumeau numérique européen dans sa phase prototype avant de lancer les 5 ans qui doivent l'amener à maturité comme une infrastructure publique commune, publique, ouverte, commune, interconnectée à tout le monde. Et ça, c'est vraiment ce que l'Europe a comme vision partagée. Et la gouvernance de ça, on va transformer Mercator, qui est une organisation avec des institutions publiques à sa tête, en une gouvernance intergouvernementale pour y placer les États pour qu'on ait un bien commun qui soit posé, qu'on ait cette information numérique qui soit mise à ce niveau-là, et qu'on puisse au niveau européen et au niveau international créer une gouvernance qui soit vertueuse pour protéger ce qui est à gauche de l'écran, c'est-à-dire l'intégrité et le caractère opérationnel et ouvert. Donc ce jumeau numérique, il est bien plus qu'un défi technique, il est beaucoup, beaucoup ça aujourd'hui, mais ça ouvre à beaucoup d'autres éléments. C'est pour ça qu'on se passionne pour ce sujet. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir écouté jusque-là.